Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Christian Gérondeau. Bonjour monsieur. Bonjour. Christian Gérondeau, vous êtes ingénieur polytechnicien, vous travaillez sur les questions environnementales depuis environ une dizaine d'années. Alors vous avez publié déjà plusieurs livres sur le sujet, les 12 mensonges du GIEC, la religion écologiste, le dernier, le voici, le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC, et puis en bandeau, on a en dessous 30 ans de mensonges. Ces mensonges, on va les aborder aujourd'hui avec vous, Christian Gérondeau. Le GIEC, alors justement, a publié en août 2021 son 6e rapport, un document qui explique qu'en matière climatique, tout s'est aggravé depuis le précédent rapport qui avait été écrit en 2015. Alors, est-ce que nous autres, hommes, l'humanité file-t-elle tout droit en enfer ? Ah non, pas du tout, parce que le GIEC, effectivement, a titré son dernier rapport, qui avait confirmé encore l'an dernier, le réchauffement s'accélère. Et quand on regarde la courbe de la température terrestre, je ne sais pas si on peut la montrer maintenant, depuis 2015, depuis le dernier rapport du GIEC, la température de la Terre a baissé. Alors, évidemment, quand on dit ça, les gens disent « mais vous délirez ». Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est les satellites, c'est les réseaux d'observation, c'est les réseaux d'observation qui alimentent le GIEC. Donc le GIEC sait parfaitement que la température depuis 2015 a tendance à baisser. Et il affirme, il écrit le contraire. Et dans le même ordre d'idée, il vous écrit que la mer va monter de 15 mètres. Elle monte de combien la mer ? Le GIEC le dit, de 2 mm par an. Alors vous vous rendez compte, au bout de 10 ans, vous avez 2 cm. Au bout de 50 ans, vous aurez 10 cm. Il y a quand même une grosse différence entre 10 cm et 15 mètres. On est donc dans un domaine où cette autorité officielle, émanation des Nations Unies, ment effrontément. Et si elle le fait, c'est que ce n'est pas du tout un organisme scientifique. C'est un organisme idéologique. Et le titre même le montre, parce que le vrai titre en anglais, c'est Groupe intergouvernemental du changement climatique. Et en français, c'est devenu groupe d'experts. Bon, ce n'est pas du tout des experts, ce sont des idéologues qui ont pris le pouvoir depuis 30 ans, et c'est pour ça que j'explique, il y a 30 ans qu'on nous ment. En réalité, il n'y a pas du tout de réchauffement catastrophique. Il y a des événements météo qui se produisent sur la planète tous les jours. La seule différence avec autrefois, c'est qu'autrefois, quand il y avait une sécheresse, une inondation, des chutes de neige en Californie, comme il y en a eu il n'y a pas longtemps, ou en Nouvelle-Zélande, on ne le savait pas. Maintenant, on sait tout de suite, mais je rassure ceux qui nous écoutent, la météo, elle varie comme elle a toujours varié. Pas plus ni moins qu'avant. Oui, mais certains vous diront que le réchauffement climatique a un effet sur les glaciers, que donc ces glaciers fondent et qui refroidissent les océans, et que c'est ce refroidissement des océans qui aura un effet plutôt à la baisse sur les températures. Oui, c'est ça. On vous explique que le réchauffement abaisse la température. Non, on n'en est pas loin. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la chance de vivre dans ce qu'on appelle un optimum climatique. Si vous voulez, si on remonte, pas trop loin, mais aux Romains quand même. Les Romains, c'était une période relativement chaude. Après, vous avez eu, vers l'an 500, un refroidissement avec d'ailleurs les invasions barbares. C'est pas par hasard. En l'an 1000, il y a eu un réchauffement, on appelait ça l'optimum climatique, c'est pour ça qu'on a pu faire les cathédrales. On a appelé le petit âge glaciaire. La mer, du temps de Louis XIV, la mer gelait. Et puis, nous avons cette chance, depuis 1850 à peu près, de vivre un réchauffement de 1 degré. Bon, rien du tout de catastrophique, mais c'est très agréable, cette période de réchauffement. C'est beaucoup plus agréable que du temps de Louis XIV, où il y a certaines années, il y a eu 2 millions de morts, de froid et de faim. Alors là, vous allez faire sauter au plafond tous les écologistes de tous bords, puisque vous dites que si la température du globe augmentait, ça permettrait aux Canadiens et aux Russes de Sibérie de cultiver leurs terres.
Mais tout à fait, il n'y a aucun doute possible. Et puis, vous parlez de culture de la Terre. Et pour montrer à quel point le langage omniprésent, qui est un langage très négatif, est faux. Tout ce mouvement du climat, ce mouvement écologiste, remonte à un événement majeur. Il y a 30 ans, à Rio de Janeiro, il y a eu un sommet de la Terre, le sommet de Rio. Qu'avait dit le grand organisateur? C'était un Canadien qui s'appelle Maurice Strong. Exactement, Maurice Strong. Et il a dit, nous allons à la catastrophe. Pas du tout. L'écologie, c'était pas vraiment son sujet. C'était, on va à l'apocalypse. D'ailleurs, il y aura bientôt 1 ou 2 milliards d'êtres humains qu'on ne pourra pas nourrir. Alors, j'ai un peu regardé les chiffres. Et là, je me suis dit, mais même, j'étais étonné. En Inde, il y a 60 ans, il y avait 3 fois moins d'habitants qu'aujourd'hui. Donc la population en 60 ans a triplé. La production agricole de céréales en Inde, pendant le même temps, a sextuplé. L'Inde est devenue exportateur de blé. C'est pour vous montrer que cette vision négative qui a toujours existé, elle est démentie par les faits, elle est démentie pour l'agriculture, mais elle est démentie pour le climat aussi. 1 degré de plus que depuis 1850, bah tant mieux. C'est absolument minime. Et je le répète, parce que ça, j'ai moi-même du mal à le croire, au cours des 8 dernières années, la température moyenne de la Terre a baissé. Dans mon livre, il y a la courbe officielle que, bien entendu, le GIEC ne publie pas, puisque le GIEC dit que le réchauffement s'accélère. Alors, 1 degré supplémentaire depuis 1850, sauf que le GIEC évoque la perspective d'une hausse de 1,5 degré supplémentaire de la température du globe. Vous dites que c'est une présentation malhonnête. Mais oui, quand il parle, le GIEC parle toujours d'1,5 degré. Il dit dans 10 ans, 20 ans, on va avoir 1,5 degré de plus. C'est un mensonge de plus. Parce que c'est 1,5 degré par rapport à 1850. Mais comme on a déjà monté de 1,1 degré, c'est le chiffre du GIEC, ben ça fait plus que 0,4 degrés. Mais bien entendu, si le GIEC disait on va avoir une catastrophe pour une augmentation de 0,4 degrés, il serait ridicule. Donc, c'est une autre manière de tromper que de toujours faire référence à 1850. Mais je me demande pourquoi ils ne font pas référence à Louis XIV. Parce qu'à ce moment-là, ils auraient trouvé peut-être que c'était 3 degrés d'augmentation. Alors, le GIEC explique par ailleurs qu'une réduction du fameux dioxyde de carbone, le CO2, limiterait le changement climatique. Mais en fait, de combien l'humanité peut-elle réduire ses émissions de gaz à effet de serre? C'est quoi la marge possible? Écoutez ça, vous ne trouverez pas ça dans les rapports du GIEC. Le rapport du GIEC, la seule chose qui compte, c'est le communiqué de presse, il n'y a pas de chiffres. Mais alors, les chiffres, je vais vous les donner. Et vous allez voir quelque chose de très curieux. Dans l'atmosphère, il y a 3200 milliards de tonnes. De CO2. De CO2. Vous prenez un pays comme la France, nous émettons 0,16 milliards de tonnes. Vous faites le rapport des deux. Ce que nous émettons chaque année, c'est 1/20 millième du CO2 atmosphérique. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une influence quand on est responsable de 1/20 millième, et même l'Europe tout entière, de 1/2 millième? Bien entendu, non. Mais ce rapprochement, il n'est jamais fait. Et il n'est jamais fait pour 2 raisons. Mais d'abord parce qu'il ridiculiserait le GIEC. Comment agir sur 1/20 millième? Mais il y a une autre raison. C'est que les spécialistes ne comptent pas le CO2 de la même manière. Pour les émissions, on parle en tonnes. Pour l'atmosphère, on parle avec une unité qui s'appelle le ppm, partie par million, que personne ne connaît. Et le fait d'avoir des unités différentes empêche de faire le rapprochement entre le flux, qu'on mesure en tonnes, et le stock, qu'on mesure en ppm. Ça a l'air complètement idiot, mais ça fait 30 ans que nous vivons sur cette incompréhension et cette impossibilité de rapprocher nos émissions de la masse du CO2. Quand on le fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on a une petite cuillère, qu'en face il y a un océan, on ne vide pas l'océan avec une petite cuillère. Donc ce que nous faisons, ce qu'on nous demande de faire, à coups de milliards, de centaines de milliards, etc., ne sert à rien. Justement, le magazine Challenge a chiffré en novembre dernier à 90 milliards d'euros par an
le coût de la transition écologique. Là, aujourd'hui, on est en pleine crise de l'inflation. Est-ce que les Français sont prêts à payer ce coût ? Ben, si on suit la ligne que l'on suit aujourd'hui, la réponse, ils n'auront pas le choix. Avec quand même, on va peut-être passer en revue quelques domaines. Il y en a un qui est très grand public, c'est l'automobile. Alors l'automobile, on a décidé, encore que l'Allemagne a l'air maintenant d'hésiter. La Belgique aussi. La Belgique aussi, l'Italie aussi. Mais enfin, en principe, en 2035, il n'y aura plus que des voitures électriques. Sauf pour les ultra-riches qui peuvent se payer des belles Ferrari. Ah oui, il paraît que les Ferrari... Le luxe touche pas. Exactement. Mais il y aura quelque chose de beaucoup plus important. La voiture électrique, c'est 50% plus cher qu'une voiture classique. Bon, ben, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, mais avec le progrès technique, on va dire qu'on va réussir à baisser le prix. Oui, ça on dira, mais c'est pas vrai. Il faudra toujours une batterie de 400 kilos, parce que ça, on n'arrivera pas. Si vous voulez, dans 1 kilo de batterie, il y a 30 fois moins d'énergie que dans 1 kilo d'essence. Et puis ça, on n'y changera rien, c'est des lois physiques. Donc, la voiture, elle va être plus lourde, elle va être plus chère, elle aura une autonomie extrêmement faible, qui n'est pas gênante pour aller travailler tous les jours. Mais si vous voulez aller à l'autre bout de la France, et en particulier les jours de grand départ, vous ne pourrez pas les recharger sur autoroute. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Elon Musk. Donc, la voiture de M. Tout-le-Monde, elle ne pourra pas être électrique. Parce que M. Tout-le-Monde, il a peut-être il sert de sa voiture tous les jours, mais de temps en temps, il a besoin d'aller au mariage de la cousine ou d'aller en vacances à l'autre bout de la France. Alors qu'est-ce qui se passera ? Les constructeurs vont peut-être construire des voitures électriques, mais il n'y aura pas d'acheteurs. Et alors qu'est-ce qui se passera ? Il y a un très très bon exemple qui est bien connu, c'est Cuba. Cuba, on a interdit l'importation des voitures. Les gens, ils ont entretenu les vieilles voitures. Ce sera exactement ce qui se passera si on ne revient pas en arrière. Alors, on reviendra forcément en arrière à cause de l'Allemagne ou à cause d'autres. C'est tellement absurde. Parce que, en plus, une voiture électrique, ça émet beaucoup de CO2 au moment de la fabrication des batteries. Et puis, dans un pays comme l'Allemagne, qui n'est pas loin, plus de la moitié de l'électricité est fabriquée avec du charbon. Donc, bien entendu, quand vous roulez en voiture électrique, vous dites « je ne pollue pas », oui, mais l'usine qui a fabriqué de l'électricité avec du charbon, elle pollue. Donc, on n'y gagne même pas sur le plan du CO2. C'est une histoire absurde du début à la fin, qui est liée à un phénomène très particulier, c'est la spécialisation. Les constructeurs d'automobiles, si vous leur parlez climat, ils diront « ah, c'est pas mon métier, moi j'y connais rien au climat ». Les pétroliers vous disent la même chose. Ils disent, attendez, nous, on sait faire du pétrole, mais le climat, c'est pas nous. Et ils n'ont pas regardé le dossier, aussi stupéfiant que ça puisse paraître. Et c'est ce qui explique que l'industrie automobile aille à la catastrophe, au bénéfice d'ailleurs de l'industrie chinoise, mais dans d'autres domaines, le domaine de l'électricité, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle des éoliennes, parce que là on va y venir, mais en tout cas, Christian Gérondeau, on sait que dans ces batteries pour les voitures électriques, il y a tout un tas de matières premières assez rares, dont le cobalt. On sait que le cobalt, aujourd'hui, il est extrait par des gamins dans des mines au centre de l'Afrique, dans des conditions épouvantables. Donc, de combien de tonnes de cobalt il faudra pour alimenter les voitures de Monsieur Tout-le-Monde en Europe, en Occident, enfin dans tous les pays qui sont concernés par les dictats du GIEC. Il y a une impossibilité aussi, là. Actuellement, les voitures électriques, c'est 1% du parc mondial. Entre 1% et 100%, c'est évident qu'il y aura beaucoup de différences. Donc, c'est une impossibilité qui s'ajoute aux autres. Et vous mentionnez les pauvres gamins d'Afrique, eux, on les prive d'électricité, parce qu'on leur dit, oh là là, ne faites surtout pas de centrale électrique à charbon, même s'ils ont du charbon. On leur interdit. Et pendant ce temps-là, ils meurent, parce que la mortalité elle est beaucoup plus élevée dans ces pays-là, en partie parce qu'ils n'ont pas d'énergie et pas d'électricité. Mais les gamins du centre de l'Afrique, le GIEC, ils s'en tapent complètement, en fait. Oui, mais ils en sont victimes. Ouais. Ils en sont victimes. Le GIEC a fait en sorte que la France et les autres pays européens ne financent pas des centrales électriques à charbon ou à gaz, parce que, soi-disant, ça détruirait la planète. Et quelles sont les victimes de cette politique ? Par millions. Il y a 6 millions de jeunes qui meurent dans les pays en voie de développement chaque année, parce qu'ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas l'électricité. Oui, ils font leur cuisine au charbon ou avec des matières organiques. Exactement, en conditions épouvantables. Et bien le GIEC, je le dis, je souhaiterais être accusé d'ailleurs devant un tribunal, le GIEC tue. Ils n'ont jamais regardé ça. Ils disent simplement qu'il faut sauver la planète, alors que ça n'a aucun rapport.
La planète, oui, les gamins d'Afrique, mais non. les gamins d'Afrique, non, absolument pas, ça c'est pas intéressant. Vous vouliez qu'on évoque les éoliennes, et bien justement, vous dites que le nucléaire et les énergies renouvelables, donc c'est quoi les énergies renouvelables? C'est le photovoltaïque, les éoliennes, le nucléaire, et ça, c'est incompatible, dites-vous. Oui, alors ça c'est quelque chose que je savais un peu, mais les recherches que j'ai été amené à faire récemment, il y a quelques mois, m'ont amené une découverte dont je ne suis pas encore vraiment revenu. C'est très simple à comprendre. Les énergies renouvelables, prenons les éoliennes. Les éoliennes, ça marche quand le vent souffle. Bon. Et quand vous regardez la production, vous apercevez que d'un jour à l'autre, ça varie de 1 à 20. Ça veut dire que 20, il y a pas mal d'électricité. 1, il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire rien du tout. Il y a des dizaines de jours où il n'y a pas d'électricité. Est-ce qu'on manque d'électricité quand il n'y a pas de vent? Ben non, on n'en manque pas. On n'en a jamais manqué dans le passé. Je rassure tout de suite, on n'en manquera pas à l'avenir grâce à nos réacteurs nucléaires et à nos barrages. Bon, alors mettons le mardi, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de vent, pardon, donc on fonctionne avec l'électricité de nos réacteurs nucléaires. Le mercredi, il y a du vent. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité produite par les éoliennes, puisque on n'en a pas besoin, on s'en passe le mardi, et on ne peut pas la stocker. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? On la vend. Alors on la vend, mais on la vend à qui? Ben, on ne peut pas la vendre aux Français, puisqu'ils en ont. On la vend aux pays voisins, quand ils en veulent. Mais on la vend à un tarif, enfin on la brade, parce qu'évidemment on la paye le quart, le cinquième de ce qu'on a payé aux promoteurs, qui ont des prix garantis. Donc c'est une catastrophe financière, on la brade. On en brade combien? J'ai vérifié, en 2019, 80% de notre électricité a été vendue à bas prix à l'Allemagne, à l'Italie, enfin à tous ceux qui en voulaient. Mais il y a des gens où ils n'en veulent pas, parce qu'ils ont du vent, eux aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité qui est produite par nos centrales éoliennes, puisque on n'en a pas besoin et que les voisins en veulent plus? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors là, j'ai découvert quelque chose, je suis encore assis. Eh bien, comme on n'a pas le choix, on freine nos réacteurs nucléaires. Donc l'électricité que nous produisons en France, avec nos éoliennes ou nos panneaux photovoltaïques, ne nous sert à rien. On ne peut pas l'utiliser, puisque les jours où il n'y a pas de vent, on n'en a pas besoin. Oui, mais vous dites qu'on n'en a pas besoin, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'artisans qui voient leur facture d'électricité être multipliée par 10. Oui, alors ça, c'est un autre phénomène qui a été lié à l'année 2022, où il y a une conjonction à la fois des événements ukrainiens que chacun connaît. Oui, mais enfin, on réduit à néant notre parc nucléaire depuis des années. Non, mais ça, je crois qu'on commence à comprendre que, bien entendu, ce parc nucléaire, c'est un trésor que nous ont donné nos prédécesseurs et qu'on va le garder. Bon, je crois que maintenant, à part les 2 réacteurs de Fessenheim, on a compris. Il en reste 56. Je vous signale que l'Allemagne en a 3. Bon, c'est pour dire qu'on a un vrai trésor. Entre-temps, on en a rouvert un certain nombre pour faire face aux problèmes. Ah ben, c'est-à-dire que les 56, normalement, il doit y en avoir 90% qui fonctionnent. Mais en plus, ça a été le hasard, on a découvert des petites fissures, je ne sais pas si elles étaient dangereuses, ce qui fait qu'en 2022, l'année dernière, on a été obligé de fermer la moitié des réacteurs, et que là, les tarifs ont explosé. Mais normalement, cet épisode est passé. Et normalement, on devrait avoir l'électricité la moins chère d'Europe, parce que ces fameux 56 réacteurs sont complètement amortis, ils ont 40 ans. Et on peut les prolonger, les Américains les prolongent 80 ou 100 ans. Donc on n'a pas d'inquiétude pour l'avenir. Mais on a vécu, là, au cours des dernières années, en dehors de toute réalité, et les rapports officiels encore aujourd'hui disent que les éoliennes vont assurer notre sécurité énergétique. Mais comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité avec quelque chose qui marche un jour sur 2? Et surtout, vous dites que depuis l'apparition de ces éoliennes et de ces panneaux photovoltaïques, le prix de kilowattheure entre 2009 et 2020 est passé de 12 à 20 centimes. Mais exactement, parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Puisqu'on ne peut pas l'utiliser, cette électricité, on est obligé de la brader aux pays voisins, à un prix qui est le quart, le cinquième ou le dixième de ce qu'on paye aux promoteurs. Il faut bien que quelqu'un paye la différence, mais c'est le consommateur. C'est très très net. La tendance du prix moyen d'électricité, vous voyez, elle était à la décroissance
jusqu'au moment où sont apparues les éoliennes, et là, hop, elle est augmentée de 60%. C'est automatique. Il faut bien que quelqu'un paye ces installations qui ne nous servent à rien. Eh bien, le Parlement, en réalité le gouvernement, vient de décider d'accélérer le développement de ces éoliennes et de ces photovoltaïques qu'on ne peut pas utiliser. Christian Gérondeau, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre cher Premier ministre Elisabeth Borne a annoncé un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040. Est-ce que ça vous fait plaisir ? C'est-à-dire que 2040, ce sera peut-être un peu loin pour moi, mais en tout cas, comme contribuable, ça ne me fait pas du tout plaisir, parce que tout ça n'est absolument pas rentable. Nos dirigeants, et ce n'est pas seulement le gouvernement actuel, n'ont toujours pas compris que le moyen de transport public d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui est accessible à tous, c'est la voiture. 90% des déplacements en France se font en voiture. Mais oui, mais on va convertir les gens de force au train. Oui, on va les convertir au train, sauf qu'ils ont des maisons, ils habitent dans des banlieues qui sont à 10 ou 15 km de leur lieu de travail, et il n'y a pas d'autre moyen, en dehors du centre de Paris et peut-être de Lyon et de Marseille, de se déplacer qu'avec la voiture. Donc les gilets jaunes, ça n'a pas été autre chose. Les gilets jaunes, les gens ont dit, on ne peut pas se passer de notre voiture. C'est la réalité. Vous dites une grande majorité d'ailleurs des TER circulent aujourd'hui pratiquement à vide. Pratiquement à vide. On a 240 lignes de TER, trains express régionaux en province. À eux tous, ces 240 lignes ont moins de trafic que la ligne A du RER parisien. Les 240 ont moins de trafic que la ligne A. C'est-à-dire qu'ils circulent pour l'essentiel quasiment à vide. Ah oui, mais on ne peut pas toucher au train parce qu'on va vous expliquer qu'il faut convertir les gens qui prennent le train, etc. Qui ne prendront jamais parce que c'est loin de chez eux et c'est loin de leur destination. Alors que la Cour des comptes, elle, promeut l'utilisation des autocars. Mais oui. Et elle dit qu'ils sont moins polluants en plus. Bien sûr, parce que les trains, c'est horriblement lourd, ça fait 200, 300 tonnes, il faut les propulser, il faut entretenir la voie ferrée, il faut entretenir les gares, il faut payer le personnel. Et en plus, c'est pas très flexible, une ligne de train. La gare, elle n'est pas nécessairement à côté de l'hôpital ou à côté du supermarché. Alors que par contre, une ligne d'autocar, c'est souple. Donc bien entendu, ça aurait dû être fait depuis des décennies, mais il y a de tels groupes de pression qui ont réussi à faire croire que le vrai moyen de transport public, c'était le chemin de fer, et que la voiture, c'était simplement les riches qui s'en servaient, alors qu'aujourd'hui, je vous fais remarquer que les seuls qui peuvent se passer de voiture, c'est ceux qui peuvent habiter au centre de Paris, c'est-à-dire les riches. C'est les pauvres qui ne peuvent pas se passer de voiture. Les riches, ils peuvent. Puis, pour les vacances, ils en louent une autre. Mais la majorité de nos concitoyens n'a pas le choix. Il ne peut pas se passer de la voiture. La voiture, c'est devenu le moyen de transport public de notre époque. Et puis vous rappelez que le chemin de fer coûte chaque année à l'État français, hors charge de retraite, 14 milliards d'euros. Oui, alors ça c'est prodigieux, parce que nous sommes des prestigitateurs. Nous avons tous lu il y a quelques jours dans les médias que la SNCF avait fait 2,5 milliards de bénéfices. Mais le contribuable, lui, paye 14 milliards pour les chemins de fer. Alors c'est très simple, hein. Vous transformez les subventions en recettes. Ce que vous recevez comme subvention, vous appelez des recettes. Après, vous faites l'addition et vous dites j'ai fait des bénéfices. On en est, je ne sais pas si je ne connais pas le Zimbabwe, enfin on en est à un niveau, je dirais, de véracité et de connaissance intellectuelle qui ne serait pas accepté dans des pays en voie de développement. Comment est-ce qu'on peut transformer 14 milliards de coûts pour le contribuable en 2 milliards de bénéfices ? On arrive à le faire. Terminons notre entretien, Christian Gérondeau, avec une dernière question sur ce GIEC. Si les recommandations du GIEC étaient appliquées par les pays en développement, ça serait quoi les conséquences ? Ça, c'est très bien expliqué, par exemple, par le Premier ministre indien. Le Premier ministre indien, quand même le pays le plus peuplé du monde aujourd'hui. C'est toujours Narendra Modi ? C'est toujours Narendra Modi, exactement, vous avez tout à fait raison, qui est un peu moins démocratique chaque année. Mais enfin, c'est toujours le même. C'est un nationaliste pur jus, apparemment. Oui, apparemment. Et il y avait au congrès d'Édimbourg, vous savez, il y a des COP chaque année. La COP d'Édimbourg, il y avait un projet de résolution, les pays du monde s'engagent à se passer du charbon.
Alors tout le monde disait, bon, bah, d'habitude on signe. Et là, le représentant de l'Inde a levé le doigt, il a dit non, non, nous on n'est pas d'accord. Parce que nous, on a 300 millions d'Indiens qui n'ont pas l'électricité, qui sont obligés de faire de la cuisine sur ce que vous évoquez, des feux de bois, des feux d'excréments. Et d'après l'OMS, c'est 1 million de morts par an pour l'Inde. Ben, nous, on veut plus de ça, et le Premier ministre indien a décidé d'ouvrir 108 mines de charbon l'année dernière pour donner l'électricité à son pays. Et donc, il a dit, mais on ne changera pas d'avis. Que fait la Chine? La même chose. Que vont faire les pays d'Afrique? La même chose. Donc tout ce que le GIEC demande est complètement déconnecté de la réalité. Et puis ce manque d'électricité, ce manque d'énergie dans ces pays en développement, excusez-moi, vous le dites, ça a un taux d'incidence absolument atroce sur le taux de survie à la naissance. Mais c'est absolument affreux. C'est très simple, on prend l'Inde et la Chine. La Chine, c'est un pays qui est très, 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 très mal, hein, parce qu'il émet beaucoup de CO2. Oui, mais tous les Chinois ont de l'électricité. Et puis ils commencent même à être riches maintenant. L'Inde, ben, je vous ai dit, il y a encore 300 millions d'Indiens qui n'ont pas l'électricité et qui vivent dans des conditions misérables. Eh bien, à peu près le même nombre de naissances, bon, une petite différence mais pas énorme, vous avez 200 000 jeunes Chinois qui meurent avant 20 ans, 1 million de jeunes Indiens qui meurent avant 20 ans. Donc, d'un côté, 800 000 jeunes qui n'ont rien demandé à personne, qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas l'énergie et pas l'électricité. Et le GIEC veut les empêcher. Et eux, ils disent, vous dites ce que vous voulez, mais nous, on va faire nos centrales à charbon. Est-ce que pour conclure cet entretien, on pourrait dire que le CO2, c'est la vie? Mais c'est la vie. Mais, attendez, c'est très simple. S'il n'y avait pas de CO2, nous serions la planète Mars. Ah mais là, il n'y a aucun doute possible. Et plus il y a de CO2, plus il y a de vie. Dans le passé, du temps des dinosaures, il y avait 10 fois plus de CO2. Et ce n'était pas seulement les dinosaures, c'était les premiers mammifères, nos ancêtres. Ils vivaient avec 10 fois plus de CO2, comme quoi quand on lui dit que quand il y en aura 30% de plus, c'est une catastrophe, ils vivaient avec 10 fois plus de CO2. La végétation était complètement exubérante, on sait ça, il y avait des palmiers, il y avait des lianes, il y avait tout ce qu'on veut, des fougères. Et donc le CO2, c'est la vie. S'il n'y avait pas le CO2, nous serions la planète Mars avec tous ces agréments. Pour battre en brèche les explications, on va dire, du GIEC, vous pouvez lire cet ouvrage, Le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Moins de 10 €. 9,90 € exactement. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, monsieur. C'est moi qui vous remercie.